bonjour à tous. On est réunis aujourd'hui donc autour de cette masterclass pour vous parler du financement des projets innovants grâce à France 2030. Pour les personnes qui sont avec nous, je vous invite à mettre des écouteurs puisque donc on est en silent room et vous n'avez pas de retour son pour les personnes qui ont la gentillesse d'être avec nous. Donc je vais commencer par nous présenter. Donc moi je suis Marie Pisan. Je suis la directrice du pilotage des programmes et du support juridique. Visiblement, on n'entend pas le son. Je suis la directrice du pilotage des programmes et du support juridique au sein de la direction de l'innovation de BPI France. J'ai en charge notamment donc avec les équipes de la direction de l'expertise l'ensemble des aides nationales qu'on déploie au titre du programme France 2030 et je suis accompagnée de Justine. Oui, et donc moi je suis la responsable du service création et coordination des offres. Et donc notre rôle c'est de mettre en place ce plan France 2030 par le biais des appels à projets, donc ce qu'on va vous expliquer pendant tout le long de la masterclass. Alors on va commencer par vous expliquer le cadre. Ça va être une introduction certes un peu théorique qui nous semble utile puisque justement on parle France 2030. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, soit parce qu'ils ont eu à faire appel au financement de France 2030, soit tout simplement en lisant le journal ou en allant au cinéma puisqu'il y a eu des spots. Mais c'est peut-être pas aussi clair pour l'ensemble de l'auditoire. Donc on va faire un bref rappel de ce qu'est France 2030. Donc France 2030, c'est un plan de l'État français qui traduit la volonté de l'État de transformer durablement des secteurs clés de notre économie par l'innovation technologique et de positionner la France en leader. Donc c'est un plan qui a pris en fait la suite du plan de relance après la crise Covid et qui est la suite pour ceux qui connaissent des PIA. Donc en l'occurrence c'est le PIA 4, le plan d'investissement d'avenir. Ce plan est inédit, je dirais, par sa volumétrie, par la volonté très forte de l'État de, je dirais, faire presque un électrochoc sur l'économie, puisque le plan décidé est un plan de 54 milliards d'euros, donc probablement du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le but de l'État avec ce plan, c'est donc de financer des projets innovants avec deux axes majeurs, aider à la décarbonation de l'industrie française et aider des acteurs émergents. Donc ce que cherche notamment l'État, c'est d'avoir un impact transformant avec ce plan pour la société française, non seulement un impact économique, mais aussi un impact en termes écologiques, en termes de vie citoyenne, je dirais de vie de tous les jours. Ce qu'on nous demande à travers ce plan, c'est notamment de prendre des risques. Quand l'État français décide en fait de mettre 54 milliards d'euros sur un plan d'investissement, c'est pour pallier en quelque sorte ce que ne font pas les acteurs privés. Donc nous ne sommes pas là pour nous substituer aux acteurs privés, nous sommes là pour aller prendre du risque, pour aider les entreprises quand elles sont à des stades de marché ou à des stades d'innovation où elles ont des difficultés encore à lever des fonds. Et l'idée ensuite, c'est de laisser l'entreprise, je dirais, voler de ses propres ailes et ensuite pouvoir lever des fonds, alors y compris auprès de BPI France, mais pas que. Le plan France 2030, ça nous permet de financer des projets, ce qu'on appelle dans un continuum de financement, c'est-à-dire de la recherche fondamentale, dans des phases très très amont de l'innovation technologique, jusqu'à l'industrialisation. C'est ce qu'on a beaucoup fait, notamment précédemment pendant le plan de relance, puisque le Covid a mis en lumière des fragilités de l'économie française, non seulement en matière de santé, mais aussi en matière, par exemple, de matériaux ou de technologies dont on a besoin sur le territoire national. Donc il y a aussi un angle très fort qui est un angle de souveraineté nationale qu'on doit pousser avec ces innovations. Les objectifs, ils s'articulent autour de 3 enjeux, on en parlait tout à l'heure pour l'État: mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Alors là, c'est des objectifs, je dirais, très macro, mais pour vous donner des exemples plus en détail, ce que cherche l'État, par exemple, c'est à décarboner l'industrie, à produire le premier avion bas carbone ou à prendre part à la nouvelle aventure spatiale. France 2030, donc c'est un plan qu'on met en place
Nous ne sommes pas les seuls à le mettre en place. Ce plan, il est piloté par le SGPI, donc le Secrétariat général pour l'investissement, qui est un service placé auprès du Premier ministre. Et ensuite, nous sommes plusieurs opérateurs à l'opérer pour l'État, donc l'ADEME, l'ANR, la Caisse des dépôts et consignations et BPI France. On est donc un des acteurs majeurs du déploiement du plan. On vous a mis quelques chiffres. En 2023, donc l'an dernier, on a aidé 872 projets. Donc on parle en termes de projets, puisque nos projets sont parfois portés par des consortia, donc plusieurs entreprises qui sollicitent notre aide. Donc c'est 872 projets, mais 1371 partenaires en tout l'an dernier, pour un montant total d'aide engagée, non versée encore, mais engagée, de plus de 9 milliards d'euros. Donc c'est pour vous faire toucher du doigt aussi la volumétrie qu'on gère, mais également le fait que les projets qu'on aide sont quand même des projets en termes financiers qui sont des projets conséquents où on chiffre souvent plusieurs millions d'euros d'assiettes de dépenses. Le plan France 2030, donc on l'opère avec un cadre réglementaire qui est particulier, qui est celui des aides d'État. Donc une aide d'État, c'est quoi ? C'est une aide de l'État, comme son nom l'indique, qui est réglementée. Pourquoi ? Parce que en fait, le fait que l'État intervienne au sein de l'économie et aide des projets par des subventions, c'est en soi un perturbateur de la liberté d'entreprendre et du marché. Donc normalement, dans le traité de Rome, c'est interdit, puisqu'on doit laisser la libre concurrence s'opérer. Et les aides d'État, c'est une réglementation qui permet justement, avec des conditions très strictes, notamment grâce à des textes comme le RGEC, le régime général d'exemption par catégorie, qui nous permet en fait, si on rentre dans un cadre très défini, d'aller aider par exemple des projets de recherche, d'innovation, si et seulement si on rentre dans ce cadre, on le respecte. Et dans ce cas, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Il suffit de vérifier que nous rentrons dans ce cadre et nous pouvons vous aider, puisqu'on répond à la réglementation aide d'État. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va dire que c'est l'idée. Par ailleurs, on fait aussi ce qu'on appelle des notifications, c'est-à-dire quand l'aide qui est prévue par l'État n'est pas exactement, soit ne rentre pas en termes de montant ou en termes de catégorie dans des règlements d'exemption qui existent. On va aller demander l'autorisation à la Commission européenne. Donc c'est l'État français qui porte cette demande d'autorisation. Et l'État français va demander à la Commission européenne d'aider tel ou tel projet individuel en explicitant, bien entendu, et c'est des discussions qui durent en général 1 ou 2 ans, donc en explicitant pourquoi on considère que c'est une aide d'État qui est légitime dans le marché intérieur. Une slide pour vous montrer comment ce plan France 2030 s'articule. En fait, on va avoir plusieurs outils qui vont nous permettre de mettre en place ce plan France 2030. Donc, c'est des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt ou des concours nationaux. Et donc, chacun de ces outils va être relié à une poche de financement spécifique. On vous a mis là les deux grandes logiques, les deux grandes articulations du plan France 2030. Il y a un volet structurel et un volet dirigé. Ils ont des objectifs différents, ils ne visent pas forcément les mêmes entreprises, ce n'est pas forcément les mêmes projets qu'on va aider. Donc le volet structurel, il a vraiment une logique qu'on appelle bottom-up. Le but pour nous, c'est de voir un peu quelles sont les innovations qui vont remonter de l'écosystème, de sonder un peu l'écosystème. Donc le type d'appel à projet qu'on va mettre en place, ça va être des appels à projet dits du structurel, ça va être des appels à projets qui sont récurrents, qui sont sur plusieurs thématiques, qui sont souvent génériques, donc c'est-à-dire qu'on va avoir pas de critères discriminants sur la thématique qu'on cherche à aider, mais plutôt ça va être en termes de maturité de projet. Donc peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est des appels à projets ou des concours comme IDEMO, ILAB, Innov, Première Usine, et le but vraiment de ces appels à projets, c'est d'aider à un moment de maturité différent de l'entreprise. Donc ça commence par exemple avec ePhD, donc on va aider des doctorants à monter leur projet. Ensuite on a eLab, où là on va aider des personnes physiques jusqu'à ce qu'on remonte peu à peu les étapes du prototype à la faisabilité, à la démonstration, à l'industrialisation avec Première Usine. Donc ça c'est vraiment le volet structurel. Il est récurrent, il est sur toute thématique. Donc en général, quand vous avez un projet, il y a de fortes chances que vous puissiez déposer sur le volet structurel parce qu'il existe un outil qui est associé à votre projet. Ensuite, on a le volet dirigé.
Le volet dirigé, il a une autre logique. Son but, c'est plutôt de cibler, de dynamiser une thématique particulière. On peut venir combler un manque du marché, on peut vouloir dynamiser une thématique vraiment identifiée. On va faire un focus sur une thématique particulière et on va chercher à aider des innovations précises. Donc on est plus dans une logique de one-shot ou de vraiment aller cibler un aspect du marché, un aspect thématique. On vous a mis un peu des exemples, par exemple, juste en dessous. On va avoir un appel à projet en culture immersive et métaverse. On va avoir des appels à projet en santé sur les dispositifs médicaux très précis. On va avoir des appels à projet en intelligence artificielle sur des cas d'usage en particulier, en 5G, dans le cloud, etc. Donc en général, si vous voulez vous faire aider sur un projet et qu'il y a un appel à projet du dirigé qui existe sur votre thématique, c'est plus intéressant. Et en termes de logique, en fait, de financement, vous aurez plus de chances de vous faire aider à ce moment-là. Donc en gros, c'est vraiment les deux grosses logiques qui articulent le plan, c'est ce volet structurel-là, ce volet dirigé, un volet plus long terme, avec des dispositifs récurrents, et un volet plus, on vient dynamiser des innovations en particulier sur des points précis. Là, c'est pour vous montrer un peu la qui existe sur le plan France 2030. Donc Marie vous a parlé du plan, des 10 grands objectifs. Donc là, c'est comment on décline un peu ce mieux produire, mieux vivre, mieux consommer, etc. Comme on l'a dit, il y a plusieurs opérateurs sur le plan France 2030. Donc BPI va être présent sur plusieurs des verticales de ces stratégies d'accélération. Et sinon, ça peut être l'Agence nationale de la recherche ou l'ADEME ou la caisse des dépôts. Nous, là, on était très présents sur les thématiques que vous voyez là. Ça va être sur les thématiques du numérique. En ce moment, on a beaucoup d'appels à projets qui sont ouverts, que ce soit sur le cloud, sur la 5G, sur les technologies immersives. On a aussi des thématiques en intelligence artificielle, en technologie quantique, sur le calcul quantique. On a des thématiques en particulier. En cybersécurité, on a aussi beaucoup d'appels à projets en ce moment qui sont ouverts. Soit sur le secteur automobile, sur le secteur aéronautique également. Puis on a aussi beaucoup d'appels à projets sur les thématiques de santé, que ce soit en santé numérique, des appels à projets capacitaires, donc pour financer plutôt de l'industrialisation en santé, et puis des nouvelles thématiques qui ressortent et donc qu'on va lancer en santé mentale et en prévention. Donc il y a beaucoup d'appels à projets qui existent. On vous expliquera après comment du coup trouver celui qui vous convient bien et comment se faire financer. Mais donc c'était pour vous donner un peu un premier cadre global. On va passer peut-être au plus concret et sur vraiment ce qu'est un projet innovant et ce qu'on attend comme type de projet. Je pense que la première chose à avoir bien en tête, c'est que nous, on ne finance pas des entreprises, on finance des projets. Donc, quand bien même votre entreprise, elle est innovante, elle répond à un besoin du marché, ce qu'on va vraiment chercher, nous, à regarder, c'est quel est le projet que vous allez nous présenter et dans quelle mesure ce projet-là, il s'inscrit dans la cible de l'appel à projet, il s'inscrit dans un cadre d'un concours de France 2030 et comment vous allez répondre à la cible. Ce qui est une des verticales qu'on retrouve partout dans le plan France 2030, c'est la dynamique d'innovation. Ce qu'on cherche, c'est vraiment de financer des projets d'innovation, des projets de R&D. Et ce qui est vraiment incomparable, c'est qu'on le finance sur tout le cycle de l'innovation. Donc on part de la recherche fondamentale vraiment sur des TRL 1C faibles. Donc là, ça va plutôt être l'ANR en général qui finance. Et nous, on est vraiment ciblé plus sur des projets de recherche industrielle et des projets de développement expérimental. Donc on remonte peu à peu le cycle de l'innovation jusqu'à l'industrialisation, donc avec des appels à projets, par exemple comme Première Usine, où le but c'est de permettre aux PME de financer leur première industrialisation. Donc la première chose qu'il faut avoir en tête quand vous cherchez à déposer un projet, c'est vraiment de se dire, voilà, là, ce qui va devoir ressortir en premier dans mon dossier, c'est cette dynamique d'innovation, c'est où est-ce que vous vous situez sur le scope, et ensuite de pouvoir identifier un appel à projet qui vous permet donc de financer ce projet innovant. Si besoin, donc pendant la partie peut-être plus de questions, on pourra revenir sur recherche industrielle, développement expérimental. Mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment que l'on finance un projet, pas une entreprise, et sur une dynamique d'innovation. Vous voulez faire un petit scope sur comment on finance. Donc, comme l'expliquait Justine, on finance des projets innovants. Donc, on va venir ensuite financer des dépenses.
On va examiner vos dépenses et selon la nature des dépenses, on va venir les financer avec des taux plus ou moins importants. Ce qui est important de savoir, c'est que donc on a un cadre réglementaire contraint qui fait notamment qu'on ne finance jamais, sauf exception pour les partenaires académiques de recherche, on ne finance jamais 100% des dépenses. Donc on vient subventionner pour une partie des dépenses. Et ces taux, plus vous allez être une petite entreprise, plus ils vont être élevés. Donc on peut aider les PME jusqu'à des taux allant, dans le cas général, jusqu'à 50% des coûts éligibles. En revanche, on ne peut aider les ETI et les grandes entreprises que jusqu'à 25% des coûts éligibles. Donc un taux qui est moindre du fait on va dire de la taille de l'entreprise qui est plus importante, et donc une exception, un taux qui peut aller, tout ça sont des maxima, jusqu'à 100% pour les partenaires académiques ou les partenaires de recherche. Ces taux, ils varient aussi en fonction de la maturité technologique du projet, des types de financement et des objectifs du projet. Donc on peut aussi, par exemple, appliquer des bonus, c'est ce que nous permettent les régimes européens. On peut appliquer des bonus quand le projet est porté par un consortium. C'est une volonté portée par l'Europe et aussi par la France de favoriser en fait les innovations technologiques qui viennent de consortia, notamment avec des partenaires des laboratoires de recherche, donc qui expliquent qu'on ait ce bonus pour les consortia. Une chose très importante, quand on vient financer, comme on le fait en aide d'État, donc en subvention et en avance récupérable, on s'assure que l'entreprise a une situation financière stable et pérenne, puisqu'on va venir s'assurer non seulement que le projet, bien entendu, rentre, comme l'a expliqué Justine, dans nos verticales d'appel à projet, dans les objectifs de politique publique de l'État, mais on va aussi s'assurer que le projet, l'entreprise qui nous le présente, est capable, économiquement, pas seulement technologiquement, est capable de le porter à bien. Donc on va faire une analyse de sa situation économique pour rechercher à financer certes des projets à risque, mais des projets portés par des acteurs économiques qui peuvent les mener à bien avec un risque lié à la nature du projet innovant, mais pas avec un risque lié à sa situation financière. Donc on a toujours cette réflexion sur la stabilité économique de l'entreprise. Et on va plus loin dans le sens où on nous interdit, là c'est la réglementation qui nous l'interdit, de financer des entreprises qui sont en difficulté au sens de la réglementation française. Donc on ne peut pas financer une entreprise qui aurait un statut d'entreprise en difficulté au moment où on va contractualiser l'aide avec elle. Les objectifs, donc, c'est d'apporter un cofinancement, souvent un mix entre ce qu'on appelle la subvention et l'avance remboursable. Aujourd'hui, un mix qui généralement est de 50%, 50%, donc la moitié de l'aide en subvention, la moitié de l'aide en avance remboursable. Ce qui veut donc dire que si le projet est mené à bonne fin et si c'est un succès, au terme du projet, le porteur de projet sera amené à rembourser 50% de l'aide afin que ça revienne à Bpifrance et in fine que ça revienne à l'État dont on porte les financements. Ensuite, on voulait faire un petit aperçu aussi de ce qu'on peut financer. Donc on a vu qu'on finançait des dépenses à des taux particuliers selon que vous êtes une start-up, une PME, un grand groupe. Maintenant, on a aussi un cadre de ce qu'on peut aller financer. Donc, on finance tout d'abord des projets dont l'entreprise qui porte ce projet a une représentation juridique en France. C'est très important, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une entreprise à capitaux français, mais on veut financer des acteurs qui ont une personnalité juridique sur le territoire. Donc ça, pareil, c'est une condition, je dirais, à laquelle on ne déroge jamais. Il vous faut une représentation permanente et juridique sur le territoire français. Ensuite, on a des dépenses qui sont éligibles. Toutes les dépenses ne le sont pas. Là, on vous a mis des exemples qui ne sont pas exhaustifs. Donc, le type de dépenses qui sont liées au projet, ça c'est très important. Justine le rappelait, c'est vraiment des dépenses qui sont liées à un projet, ce n'est pas les dépenses de l'entreprise. Donc ça veut dire que ça oblige aussi ensuite à avoir une comptabilité analytique qui permet de faire remonter la dépense au projet.
Donc on va financer par exemple des frais de personnel, le coût des bâtiments et des terrains, des coûts de recherche contractuels ou des frais généraux additionnels. Ces dépenses, elles doivent être réalisées en France et, chose très importante pour vous, porteurs de projet, elles ne doivent pas être engagées avant le dépôt complet des dossiers. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la date de prise en compte des dépenses. Donc vous allez voir, on va le voir plus en détail ensuite, mais vous allez participer, déposer une candidature à un appel à projet pour un projet de votre entreprise. Nous ne pourrons prendre en compte vos dépenses que du moment où vous aurez déposé ce dossier. Donc toutes les dépenses qui ont été engagées précédemment, elles ne seront jamais prises en compte. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez commencer à dépenser au moment où vous déposez votre dossier, mais au moment où vous déposez votre dossier, vous n'avez pas la garantie que nous allons vous financer. Donc vous prenez ou pas ce risque qui est vous déposez un dossier, vous commencez à engager des dépenses pendant 6 mois, 12 mois peut-être, puisque nos procédures sont assez longues, et vous allez attendre la fin du processus d'appel à projet pour savoir si vous êtes lauréat ou pas, au risque pour vous d'avoir engagé des dépenses qui ne seront pas du tout couvertes par l'aide. Donc c'est un point particulièrement important. Ensuite, donc les dépenses doivent relever, bon, comme on a vu, des régimes d'aide. Ça, c'est le travail de nos instructeurs de s'assurer que les dépenses que vous présentez relèvent des bons régimes. On vous a juste mis 3 exemples de projets financés pour vous donner un peu de chair à notre propos. Un premier projet en distribution, donc c'était un projet de distributeur automatisé de commandes pour le e-commerce. Donc le but, c'était de répondre à des problématiques urbaines et rurales ainsi qu'à des enjeux climatiques. Un autre projet, vous allez voir, rien à voir, donc plutôt dans le domaine nautique où le but était de financer un moteur à membrane ondulante qui imite la nage des poissons. Et donc c'est un moteur qui est 100% électrique, alimenté par une pile à hydrogène et donc qui est éco-conçu, écologique. Et enfin, un projet en santé qu'on a financé récemment, qui est un exosquelette personnalisé, où l'objectif était de permettre aux personnes qui sont atteintes de troubles de marche d'origine neurologique de se sentir plus à l'aise dans leurs déplacements et de se sentir plus légères de 30% dans leurs déplacements, et donc de mettre en place une orthèse motorisée qui leur permette de descendre des escaliers, d'effectuer tout un tas de mouvements de manière plus simple. Pour terminer sur les aspects de financement, plusieurs choses à avoir en tête. Donc Marie l'a déjà dit, mais vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez être aidé par un mix de subventions et d'avances récupérables. Je reviens pas dessus du coup, qui a un vrai intérêt pour vous lorsque vous présentez votre projet, comme vous êtes aidé à un certain taux d'aide sur l'assiette que vous présentez, donc ça peut être 20, 30%, 50%. Comment vous allez nous présenter le reste à charge. Donc comment vous allez réussir à nous montrer que vous pouvez mener votre projet à bien en entier en finançant le pourcentage de dépenses que nous, on ne va pas prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'on est assez regardant, par exemple, sur le niveau de fonds propres ou sur votre plan de financement ou s'il y a une levée de fonds qui est prévue. Donc toujours avoir en tête que même si là vous allez demander une subvention, une aide dans le cadre du plan France 2030, vous ne serez pas aidé à 100%. Donc il y a de notre côté un vrai critère de sélection qui est de regarder comment vous allez financer la partie du projet. Et nous, on aide des projets qui peuvent aller jusqu'au bout, donc il nous faut des gages de justement ce modèle de financement. Peut-être pour vous donner quelques indications sur les modalités et les conditions qui se mettent en place. Donc en général, quand vous postulez un appel à projet, on va rentrer dans le détail ensuite, vous passez un certain nombre d'étapes. À la fin de cet appel à projet, vous contractualisez avec BPI France, si vous êtes lauréat de l'appel à projet. Et on va mettre en place dans le contrat un certain nombre d'étapes clés, donc qui sont souvent les étapes clés de votre projet d'innovation, avec certains jalons. Et en fait, à ces étapes clés, on va vous verser un pourcentage de l'aide. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous signez votre contrat, on vous fait une avance sur trésorerie. Ça peut être autour de 10, 15%. Puis on définit avec vous différentes étapes clés. Et à ces étapes clés, vous allez toucher 20% de l'aide, puis 20% de l'aide, et puis à la fin, un solde à la fin du projet. Donc il y a toute la partie déposer son projet, voir comment on met en place son projet et comment on se fait financer. Et puis il y a vraiment toute la partie suivi derrière avec BPI où vous êtes accompagné sur ces différentes étapes clés.
Sur le chemin du futur déposant, donc là, ce qu'on vous a expliqué, c'est vraiment le cadre global de BPI France. Quel type de projet on cherche à voir, qu'est-ce qu'on cherche à financer, comment ça se passe au niveau des dépenses, du financement. Là, ça va être une partie qui est vraiment beaucoup plus concrète sur voilà, comment vous faites pour déposer vos projets. Et on va essayer de vous donner un maximum de conseils pour que vous trouviez l'appel à projet qui correspond à votre projet d'innovation. Donc premier point peut-être sur comment on s'informe sur les dispositifs, parce qu'on est bien conscient que France 2030 c'est énorme, c'est 54 milliards, il y en a dans tous les sens, c'est compliqué de savoir s'il y a une poche qui est faite pour votre projet, où est-ce que je peux trouver l'information, etc. Donc là on a essayé un peu de vous rassembler où est-ce que vous pouvez trouver justement cette information. Bon, le premier point assez logique, c'est vraiment sur notre site BPI France, il y a tous les appels à projets qui sont détaillés, vous pouvez aller voir, il y a vraiment une rubrique nos appels à projets. Et là, si vous cliquez dessus, vous avez à chaque fois une page internet dédiée sur l'appel à projet à laquelle est associé un cahier des charges, un dossier de candidature et souvent donc, tous les éléments les plus importants à savoir, les critères d'éligibilité, les critères de sélection. Donc déjà, rien qu'en allant sur le site de BPI France, vous avez énormément d'informations sur les appels à projets qui existent, comment faire pour candidater, les dates de relève, quel type de projet on attend. Autre moyen de se rapprocher de nous, c'est par le biais des directions régionales. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont accompagnés par des chargés d'affaires en région, des chargés d'affaires innovation ou même des chargés d'affaires financement. Donc, eux, vous pouvez leur demander, voilà, est-ce que vous connaissez les appels à projets France 2030 ? Est-ce qu'il existe des produits ? Ils vont pouvoir vous renseigner dans un premier temps et puis vous redirigeront assez facilement vers nous. On travaille beaucoup avec eux. Donc, ça va être une autre option pour essayer de se tenir informé de ce qui existe. Après, notre équipe, tout directement, donc le pilotage des programmes, on a des adresses mail génériques qui sont sur tous nos appels à projets, qui sont des adresses dédiées où il y a des gens derrière. Donc n'hésitez pas à leur écrire un message pour voilà, voir j'ai un projet sur le cloud, j'ai vu qu'il y avait une relève, je ne sais pas si je suis éligible. Vous pouvez nous écrire directement et nous on prend rendez-vous avec vous. On peut faire une réunion de montage, on peut vérifier si votre projet il rentre dans la cible ou pas. Est-ce qu'il est éligible? Est-ce que c'est le bon niveau d'information qu'il faut donner dans un dossier? Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, peut-être ce que vous avez moins en tête, mais qui est intéressant à savoir, c'est que sur le site du ministère des Finances, il y a aussi les appels à projets qui sont référencés, parce qu'on travaille donc en lien avec la direction générale des entreprises. Et ce qui peut aussi être intéressant, c'est que sur le site du ministère de l'économie, il y a souvent des recueils de lauréats qui vous donnent des exemples de projets qui ont été financés. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir, parce que ça permet de voir les types de projets, les types d'innovation, voilà, comment, et puis même de se rapprocher des entreprises qui ont été financées pour leur demander des conseils ou pour échanger avec eux si besoin. Donc il y a vraiment la possibilité d'avoir les différents lauréats. Et puis après, les pôles de compétitivité si vous êtes accompagné ou les services en région. Ensuite, une fois que vous avez trouvé l'information, donc que vous avez vu un appel à projet dont vous pensez qu'il pourrait intéresser votre entreprise, il faut en effet vous poser la question de savoir si votre projet est dans la cible. Donc pour vous aider à faire cette analyse, comme disait Justine, déjà on est présent avec l'équipe et on met toujours des adresses mail génériques qui vous permettent de nous contacter si vous avez des questions plus précises. Mais vous pouvez déjà prendre connaissance du cahier des charges et on vous invite à le faire et à le faire de manière attentive. Ce cahier des charges, il va vous permettre notamment de voir quelle est la stratégie d'accélération que vise l'État en déployant ce cahier des charges avec nous, donc de savoir si vous êtes dans les objectifs de politique publique que mène l'État. Ça va vous recontextualiser l'AAP, ses grands objectifs. On va vous dire plus précisément ce qu'on cherche comme type de projet, ce qu'on cherche parfois comme porteur de projet. Il y a des appels à projets qu'on réserve à certains types d'entreprises, qu'on peut réserver par exemple aux startups et aux PME, ou à d'autres types d'acteurs. Donc là aussi, il faut regarder attentivement, voir quels sont les critères d'éligibilité. Donc l'éligibilité, c'est simplement, je dirais, enfin c'est pas simple, mais c'est le fait justement de pouvoir candidater, de passer cette première barrière d'éligibilité. Donc on a également des critères. On peut avoir des critères notamment sur l'assiette du projet. On va dire qu'on cherche des projets au-delà de tel montant de dépenses. Si vous êtes en deçà, de toute manière, vous ne serez pas éligible. On va vous exposer plus avant ce que sont nos process de sélection. On va le voir ensuite puisqu'on a un process qui est assez normé sur France 2030. Et puis également la manière dont on va faire ou non des retours à l'État. Ce que je disais tout à l'heure, subvention
Est-ce que c'est que de la subvention? Est-ce que c'est de la subvention et de l'avance récupérable? Donc la manière dont on va vous financer dans les grandes lignes. Ce cahier des charges, il va vous permettre aussi, avec notre site internet, de prendre connaissance du calendrier de l'appel à projet. Généralement, nos appels à projet ont plusieurs relèves. Donc ça vous permet de savoir quand est-ce qu'on appelle les relèves. C'est le moment où on va, à un instant T, arrêter le dépôt de dossier et relever tous les dossiers qui ont été déposés. Souvent, on en a plusieurs sur un même appel à projet. Donc ça peut être aussi, vous pouvez ne pas être prêt pour la première et être prêt pour la seconde et commencer à vous préparer pour des relèves ultérieures. Vous pouvez aussi déposer à une première relève, avoir un dossier qui n'est pas retenu pour X ou Y raison et revenir déposer en seconde relève. Il n'y a pas de problème. Bien au contraire, on remarque beaucoup d'appels à projets où certains dossiers ont besoin de venir plusieurs fois pour passer certaines étapes de sélection. Donc vous avez beaucoup d'informations qui sont contenues dans les cahiers des charges et également dans les dossiers de candidature, mais on va le voir plus en détail. Juste un petit point effectivement sur le dossier de candidature, parce que donc, pour vous, c'est vraiment la carte que vous devez préparer pour obtenir un financement. Il faut savoir qu'il se fait en 2 étapes. La première chose qu'on va vous demander, c'est vraiment un dossier allégé, mais sur lequel vous serez jugé. Et c'est le moment d'ailleurs où la sélection est la plus difficile, parce que c'est le moment où vous êtes jugé uniquement sur un dossier papier. Donc il y a un vrai intérêt à vraiment prendre bien connaissance de ce dossier, à le remplir de manière hyper précise. Donc souvent, c'est toujours compliqué de savoir quel niveau de granularité il faut mettre. Donc même si on est sur un dossier allégé avec peu de pièces, donc c'est juste une présentation PowerPoint, des prévisionnels économiques, une grille d'impact et puis quelques documents administratifs. Il faut vraiment avoir en tête que la première phase de sélection elle va se faire sur ce dossier papier-là. Donc n'hésitez pas vraiment à donner le maximum d'infos pour qu'il soit autoporteur et qu'à la lecture de ce dossier, on puisse, c'est notre premier filtre, faire passer le dossier d'un côté ou de l'autre. Mais on va revenir juste après sur le process de sélection dans le détail. Dans une deuxième partie, donc une fois que vous aurez passé 2 filtres de sélection, on y vient juste après, on vous demande un dossier complet où là, c'est l'annexe technique plus détaillée, c'est des documents financiers plus détaillés, donc c'est toute la base de données budgétaires, c'est là où vous allez inscrire toutes vos dépenses et nous voir quelles dépenses on peut vous financer ou pas. Mais donc voilà, avoir en tête que ce dossier, il est en 2 temps et que sur la première phase, il est vraiment important de bien le remplir parce que il correspond à la première phase de sélection. Donc là, on vous a mis une slide qui peut faire peur. Je vois des yeux écarquillés dans le public. Une slide qui peut faire peut-être un peu peur, mais pour mieux vous expliquer, c'est aussi pour nous, c'est important d'être transparent et d'expliquer à nos porteurs de projet le chemin de son dossier une fois qu'il frappe à notre porte, puisqu'on sait que pour vous, c'est très long. Et qu'il y a des moments aussi où vous êtes plus ou moins informé de ce qui se passe. Mais sachez que justement, dans son long chemin, ce n'est pas parce qu'on prend beaucoup de temps, c'est parce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour instruire correctement les projets, qui sont souvent des projets très complexes, qui nous sont soumis. Le temps, on va vous donner le temps. Donc la première chose pour nous, mais là c'est du temps masqué pour vous, c'est de préparer un appel à projet. Cette préparation, elle se fait en amont, vous ne la voyez pas, mais c'est des échanges qu'on a quasi quotidiens avec les équipes, notamment du SGPI, avec l'État, pour préparer un cahier des charges, cibler correctement les projets qu'on va aller chercher, savoir comment activer une politique publique. Donc ça, c'est du temps qui n'est pas le vôtre, je dirais, mais qui explique enfin, il y a eu des moments où on sortait des appels à projets très, très souvent, mais généralement, on n'en sort pas un par jour. Ensuite, on publie. Donc là, c'est le moment où vous allez prendre connaissance du cahier des charges qui va être sur notre site internet. On publie. Cette publication, elle fait l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Donc, il y a des actes officiels aussi qui sont liés au déroulé de ce qu'on fait. On publie et puis on clôture ou on relève, parce que soit on a des appels à projets où on a une seule clôture et puis on s'arrête, soit on a un appel à projet, comme on le disait, avec des relèves et donc on clôture, entre guillemets, on relève. Une fois qu'on a fait cette relève, votre projet va entrer dans un premier filtre de présélection. Donc pendant cette présélection, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, cette présélection, on va regarder si votre projet est éligible. Donc là, ça va être un petit côté, je dirais, blanc-noir.
vous entrez dans le cadre ou vous n'y entrez pas. Typiquement, on demande un minimum de dépenses. Le minimum de dépenses n'est pas atteint, vous n'êtes pas éligible. On demande un certain type d'entreprise. Votre entreprise ne rentre pas dans la catégorie, vous n'êtes pas éligible. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, assez non automatique. Hein. C'est pareil, des êtres humains derrière, mais en tout cas, blanche ou noire. Et puis, on a un premier filtre qui va être fait par les équipes d'instruction de présélection. Donc, on parlait de temps. En général, ce temps, on a indiqué 3 à 5 semaines. Là, il va lire nos slides. On a indiqué 3 à 5 semaines. C'est vraiment un temps très général. Il y a des appels à projets, ça sera plus rapide, d'autres, ce sera plus long. Tout simplement parce qu'il y a des appels à projets sur lesquels on relève 10 projets et il y en a d'autres sur lesquels on en relève 150. Donc forcément, ça ne peut pas être le même temps pour les appels à projets selon les degrés de complexité et le nombre de dossiers relevés qu'on a. Après ce premier filtre de présélection, où donc là, le porteur de projet va être informé, soit à la fin du refus de son dossier, soit de son entrée en audition. Donc on a une seconde phase, toujours de présélection, qui est une phase d'audition. Tous les appels à projets qu'on mène, où je dirais 99%, on fait des... Je regarde le temps en même temps. Je n'ai plus le temps. C'est bon, on a le temps. Je n'ai plus le temps. Donc, tous les appels à projets font l'objet d'auditions. Ces auditions, elles sont faites avec des experts. Alors, des experts BPI France, mais aussi des experts extérieurs. Donc, l'État nous a demandé d'associer à toutes nos auditions 3 experts extérieurs, donc de la société civile. Ah oui, le timer est tombé, en fait. Donc des experts de la société civile qui vont être experts du domaine dans lequel ils interviennent. Hein. Ça peut être l'agroalimentaire, la mécanique, l'automobile ou le spatial. Et qui vont auditionner le projet. Donc ces auditions, elles se passent en ligne. Hein, ou dans la plupart des cas, on fait du distanciel. Et vous allez être amené à exposer à l'oral votre projet, à répondre à des questions, aux questions de nos experts. Et donc va s'en suivre un échange avec ces experts, avec vous. Et à la fin de ces auditions, les experts vont nous rendre un avis sur votre projet. Donc c'est une phase de présélection qui est très normée. Vous êtes tous auditionnés dans les mêmes conditions, avec le même nombre d'experts, etc. Donc c'est vraiment des auditions très, très réglées. Il faut savoir aussi que nos experts, on est très attentifs à toutes les questions de conflit d'intérêts. Donc systématiquement, on va vérifier que les experts à qui on demande d'expertiser vos dossiers ne sont pas conflictés avec votre entreprise. Et on va vous demander à vous aussi, en vous donnant leur nom et les entreprises pour lesquelles ils travaillent, si vous considérez que vous êtes conflicté avec eux. Donc dans un sens comme dans l'autre, on fait des conflits d'intérêts croisés. Si conflit d'intérêts il y a, on ne prend pas cet expert, on le récuse et on en prend un autre. Donc c'est toujours des expertises voilà, où vous devez être à l'aise avec le fait que ce n'est pas un concurrent qui vous auditionne, par exemple. On est aussi tout aussi attentif à la confidentialité. Donc là, on travaille sur une plateforme sur laquelle vous allez déposer vos dossiers qui s'appelle Pixel. Et on a beaucoup de process de confidentialité puisqu'on sait que vos dossiers contiennent tout simplement des secrets de fabrique, du secret des affaires, du secret économique. Donc c'est aussi un point sur lequel on est particulièrement attentif. Après les auditions, si vos dossiers passent cette nouvelle phase, vous allez rentrer en instruction approfondie. Donc là, vous allez avoir à nouveau du travail de votre côté, puisqu'on a eu déjà le dossier de candidature que vous avez présenté, vous avez été auditionné, et là, on va vous demander un dossier complet, c'est-à-dire un dossier qui est plus détaillé que ne l'était le premier. On a mis ça en place pour que ce soit plus simple d'accéder à nos appels à projets. Donc une première phase où le dossier est allégé, et une seconde phase où le dossier est plus détaillé. Et là, vous allez rentrer dans une phase d'instruction approfondie qui dure entre 3 à 5 mois. Donc 3 à 5 mois chez nous, où les instructeurs des équipes de la direction de l'expertise vont faire l'instruction approfondie de votre dossier, détailler les dépenses, détailler les taux d'aide, avoir souvent des échanges avec vous en fait pendant cette période. Et à la fin de cette instruction approfondie, on va proposer à un comité interministériel d'aider votre projet ou non. Donc, ce qu'on fait, c'est des propositions. On fait des propositions d'aide ou de non-aide. Il faut savoir qu'on a un taux de sélectivité sur nos appels à projets qui est à peu près on nous demande de financer à peu près 30% des projets qui arrivent. Donc, on a 70% de projets qui ne sont pas financés.
sélectif, pas très sélectif, mais on est sélectif et c'est ce qu'on nous demande, d'aller chercher les meilleurs projets. Et on va proposer une aide à ce comité étatique qui lui-même, c'est un process compliqué, qui lui-même va proposer une aide qui, in fine, sera une décision du Premier ministre. Donc ce n'est pas notre décision, ce n'est pas BPI France qui décide des aides, c'est le secrétariat général pour l'investissement qui décide, avec nos recommandations, d'aider ou non le projet. Donc la décision définitive, elle est prise par le Premier ministre. C'est une décision du Premier ministre qui va nous permettre de contractualiser l'aide avec votre entreprise. D'où aussi des délais qui sont relativement longs, même si on essaie tous de resserrer les délais. L'État le fait tout autant que nous. Donc une fois que cette décision est prise, vous allez avoir, je dirais, les bonnes nouvelles, donc la notification de l'aide si votre projet est retenu, ou les mauvaises, là c'est nous qui les donnons. Donc c'est nous sinon qui vous contacterons pour vous dire et vous expliquer pourquoi votre projet est refusé. Et on va ensuite entrer dans une phase de contractualisation, c'est-à-dire contractualiser l'aide avec votre entreprise via un contrat d'aide. Là, encore un peu de travail de votre côté, parce qu'il faut savoir que BPI France est une banque, vous le savez sans doute. Donc, on est notamment soumis à toute la réglementation en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude et contre le terrorisme. Donc, du fait de ces diligences qu'on doit faire systématiquement sur tous les projets qui sont portés chez nous, on a des pièces administratives dont on a besoin. Et on en a besoin, notamment avant de signer le contrat d'aide, on a besoin de pièces de moins de 3 mois. Donc, souvent, elles ont plus de 3 mois parce que tout ça a pris plus de 3 mois. Donc, on va vous solliciter potentiellement à nouveau pour avoir à nouveau certaines informations. On peut aussi avoir à vous solliciter pour des questions de pouvoir, parce qu'on est très attentif aux personnes qui signent. On signe électroniquement, bien entendu, mais on est très attentif aux représentants de l'entreprise. Donc, tous ces échanges que vous aurez, soit avec les équipes d'instruction chez nous, soit avec les équipes de suivi qui mettent en place les contrats, il faut vraiment être réactif, nous envoyer, je dirais entre guillemets, tout ce qu'on vous demande, même si ça vous semble beaucoup, et avoir en tête que nous, on a des autorités de contrôle du fait de nos statuts bancaires et du fait qu'on manipule les fonds qui sont des fonds de l'État. Et donc, on a beaucoup de contraintes réglementaires. Peut-être pour vous rassurer, le temps entre le moment où vous déposez votre dossier et la contractualisation, en général, c'est 6 à 7 mois et pendant tout ce temps-là, vous êtes en contact avec nos équipes BPI, donc que ce soit au niveau des filtres pour vous dire si vous passez ou pas l'étape et même vous pouvez toujours nous contacter pour savoir où en est votre dossier. Donc vous n'êtes pas mis dans une boîte noire pendant 7 mois, on reste en contact avec vous. Il ne reste plus beaucoup de temps et on va peut-être plutôt en laisser pour les questions, mais on vous a juste mis une slide rapidement pour vous montrer qu'il existe aussi d'autres dispositifs de financement sur le plan France 2030 et puis d'autres dispositifs de financement auxquels vous pouvez associer en fait votre projet, parce qu'on parlait tout à l'heure de boucler son plan de financement. C'est intéressant de savoir que notamment en région par exemple, vous pouvez associer une demande sur un appel à projet avec un prêt en fonction de où est-ce que vous en êtes dans la maturité de votre projet, un prêt d'amorçage, un prêt d'innovation ou même une levée de fonds. Donc s'il y a des questions, on pourra revenir un peu dans le détail sur ça. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a d'autres dispositifs, il y a d'autres produits que vous pouvez coupler avec une demande de financement sur un appel à projet France 2030. 2 minutes, si vous avez des questions. Si vous avez des questions dans la salle, on les prend avec plaisir pour les personnes qui sont parmi nous. Normalement, on a un micro. Merci pour toutes ces explications. 2 questions. La première, votre budget est-il sanctifié? On a vu ce qui s'est passé pour l'ADEME il y a quelques semaines. Ça va être difficile pour eux pour réaliser tous les projets qui étaient prévus. Et le deuxième, c'est ce que vous nous avez présenté est très industriel au niveau des projets financés. Est-ce que si par exemple Yuka se présentait à vous avec un peu d'intelligence artificielle dans leur fonctionnement, est-ce que vous mettrez des subventions ou des aides sur ce projet? Merci. Alors, sur la première question, la sanctification, l'intérêt pour nous d'avoir un plan comme France 2030 ou un PIA, c'est que ce sont des plans sanctuarisés d'un point de vue étatique, c'est-à-dire pluriannuels. Donc, on n'est pas soumis à l'annualité budgétaire comme le reste de l'investissement, je dirais, étatique. Donc, normalement, ces 54 milliards, ils sont certes sanctuarisés. Après, ils sont sanctuarisés budgétairement.
il peut y avoir des aménagements sur les poches, sur des thématiques, vu qu'ensuite nous avons des sous-thématiques. Et là, c'est pas c'est pas une discussion sur laquelle BPI France a, je dirais, la main, puisque là on parle de budget de l'État. Mais en tout cas, le plan France 2030 en tant que tel, oui, il est pluriannuel, et donc il est voté, et normalement, on ne devrait pas revenir dessus. Sur votre seconde question, on a pris, il est vrai, des exemples qui sont très industriels, peut-être parce qu'on les trouvait un peu plus parlants, mais on a beaucoup d'innovations en termes de services. On n'est pas du tout limité sur le monde industriel. Non, c'est pas un critère d'éligibilité particulier. Effectivement, c'est peut-être plus ressorti, mais en fonction des appels à projets, des thématiques, on peut voir différents types d'innovations. Et non, c'est pas limité. Bonjour. Pareil, par rapport au statut du projet qui vous est présenté, est-ce que le fait que ce projet soit vraiment en amont, c'est un point bloquant ou pas? Ça va dépendre des appels à projets. Il y a des appels à projets qui vont viser vraiment de l'amont et des TRL qui sont vraiment assez faibles. On est sur de la recherche industrielle, on est avant un prototype. Et on a des appels à projets qui vont viser plus de l'aval. Donc non, il existe complètement des appels à projets qui visent cette phase amont. Et il y en a beaucoup en plus. Franchement, on est presque plus sur cette phase-là. Parce que tout ce qui va être sur le structurel, type les appels à projets Innov, IDEMO, et après qui sont déclinés par thématique, on est plus sur cette phase amont que sur cette phase aval. Bonjour, merci. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Alors, la première, quelles sont les thématiques prioritaires pour l'année 2025 sur France 2030? Et deuxième question, est-ce qu'on peut candidater sans appel à projet sur ce programme? Alors, on ne peut pas candidater sans appel à projet. Il faut forcément rentrer dans un tuyau de financement. Donc, vous allez déposer un appel à projet. Et la première question, je ne suis pas sûre d'avoir entendu. Les priorités 2025, on sait où est-ce qu'il y a on sait où est-ce qu'il reste potentiellement de l'argent et donc quels appels à projets vont être lancés. Il y en a pas mal en numérique et pas mal en santé encore. Après, on n'a pas une vision réelle des priorités 2025, mais ça ne saurait tarder. S'il y a d'autres questions dans la salle, il y a le micro est là-haut. Sachant qu'on entend très mal. Ok, bonjour. Vous m'entendez ou pas? Parce que nous, on a du retour son, mais... C'est bon là? Non, on a un retour son qui marche quasiment pas en fait. Venez, approchez-vous. C'est pas grave. De toute façon, notre temps est même terminé normalement. Approchez-vous. Voilà, comme ça. Voilà. La question c'est, est-ce que c'est le loisir, et les projets à destination, les entreprises à destination peuvent être pris en compte dans un domaine un peu particulier et innovateur selon les villes, les lieux où ils sont intégrés? Ouais. Ok. Alors, on a des appels à projets quasiment dans toutes les thématiques des services et de l'industrie, sauf, justement, parce qu'on cherchait un jour avec Justine, le tourisme. Alors, je dis nous, BPI France, il y en a peut-être chez d'autres opérateurs, mais on n'a pas d'appel à projet dans le monde du tourisme. En revanche, par exemple, on a des projets sur, je ne sais pas quel est votre projet, mais on a des projets culturels, en industrie culturelle et créative, sur de l'immersif, sur de l'IA immersive. Donc, ça lie le loisir et le sport. Ah, sport, je ne sais pas. Encore une fois, ça va dépendre de l'innovation qui est présentée, des verrous technologiques qui sont présentés. Alors, je vois qu'on doit rendre la salle, mais peut-être on peut en parler. OK. Merci à tous.